Donc on va changer complètement de manière de faire par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure. Donc c'est pas grave. Et de type d'objet parce que moi il n'y a pas d'écoulement en surface. Zéro, donc il n'y a pas d'érosion, il y a forcément de l'altération, mais il n'y a pas d'érosion. Donc on va parler du Larzac. Et moi je suis un très bon élève, donc j'ai pris le titre de l'école d'été, parce que c'est pas dessine-moi un mouton, mais c'est dessine-moi un observatoire. Et je vais vous présenter ce qui se passe dans cette cabane en bois, qu'est l'observatoire, comment on est arrivé là, et qu'est-ce qu'on y fait depuis 10 ans. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas le mouton. Dernière diapo de bon élève, après j'ai fait n'importe quoi. Ils ont mis plein de petits ronds, et on m'a dit, il faut se placer là-dedans. Et il n'y a pas de petit rond qui me convenait, donc j'ai fait mon petit rond à moi. On va travailler sur un milieu qui ne va pas être granulaire, on va travailler sur l'eau souterraine avec des macropores, des choses, des grottes, même si on parlera très peu des grottes, parce que ce qui m'intéresse c'est le karst, c'est pas les grottes. Et la chose importante, c'est que sur ce graphique, il n'y a pas la limite de la zone critique. Il n'y a pas le niveau, la nappe, le niveau saturé. Parce que si on l'avait mis, alors je ne suis pas très bon hydrogéologue, mais il aurait été très près de la surface dans la plaine, et dans les karsts, il peut être très grand. On va travailler sur une zone sur un karst où la zone non saturée fait 150, 200 mètres de profondeur. On va avoir une zone critique en zoom, élargie. Et en plus, comme il y a des drains, des grottes, on va pouvoir rentrer dans la zone critique, ce qu'on ne peut jamais faire d'habitude. Alors pour se situer, Montpellier c'est là, Séolane, où je tremble trop de la main gauche, c'est par là. Et le Larzac, c'est à 1 heure au nord-ouest de Montpellier, on est dans le sud de Larzac. On travaille sur un petit bassin versant qui fait 10 par 10 km². C'est là qu'un seul observatoire. Et pourquoi on s'est mis là? La base, une réflexion de géophysicien, c'est on voulait quelque chose de simple. Donc, on voulait un karst, parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop simple, mais on voulait un karst simple. Et c'est un karst simple, parce qu'on ne le voit pas, mais il n'y a pas de topographie, tout est plat. Il n'y a pas de rivière qui arrive en surface, il n'y a pas d'écoulement en surface. Donc la seule eau qu'on a, c'est l'eau de pluie, qui s'infiltre quasiment directement. Et il y a un exutoire principal, qui est situé ici, avec un bassin versant qui est fait par les hydrogéologues un peu au hasard, à partir des quelques traçages qu'ils ont. Et le point où est l'observatoire, c'est en rouge, avec quelques autres mesures ailleurs. Donc on va travailler sur un objet très simple, une grande zone critique, 150 mètres de profondeur, et on a on a essentiellement des transferts verticaux dans la profondeur, pas que verticaux, on n'a pas de transfert de surface. Alors j'ai repris une vieille diapositive qui était marrante sur ce que je voulais faire, c'était il y a 4-5 ans, sur ce site-là, ce qu'on voulait faire. Et j'ai gardé les thèmes au fur et à mesure. Et le thème 2, c'est là-dessus qu'on est parti, c'est développer de l'observation différente, adaptée au karst, adaptée au fait que le karst est hétérogène, qu'on a des petits trous, des gros trous, pas de trous. Donc les méthodes d'hydrogéologue ne marchent pas, en général, ou les forages n'ont pas d'intérêt, parce qu'ils sont peu représentatifs. Et donc on a voulu voir quelles étaient les méthodes géophysiques qu'on pouvait adapter. Et donc je vais vous parler d'abord de la gravimétrie, parce que ça a été mon métier pendant longtemps, ça l'est encore, et puis un petit peu des autres, suivant le temps que je prendrai. La première fois qu'on a travaillé, il a fallu trouver un observatoire. Donc là c'est l'aspect un peu historique. Et pour trouver l'observatoire, on s'est dit il faut un lieu calme. Et les lieux calmes aujourd'hui, essentiellement, c'est les églises, parce que c'est calme. Il n'y a pas souvent du monde. Et pour faire nos mesures, on voit ici un collègue qui sait faire avec des gravimètres, et ben, il faut que ce soit calme. Et là, on voit un géophysicien en action qui teste est-ce que le sol est solide ou pas. Parce que le principe, c'est de mesurer l'accélération, comment on est attiré vers le bas, et pour ça, il faut enlever toutes les accélérations parasites. Si on a, par exemple, un métro qui passe en dessous, ça ne marche pas bien. Sur Larzac, ce n'est pas le cas. L'église n'était pas adaptée. C'était pas assez calme. Du coup, on s'est dit, on va construire notre propre observatoire. Étant à l'époque ni hydrogéologue, ni zone criticien, ni Oscar, ni rien du tout, et ben on est allé chez Castorama,
on a acheté la plus grande cabane de jardin et on est tout fiers d'avoir construit notre premier observatoire du Larzac. Et c'est là-dedans qu'on a commencé à faire nos premières mesures de gravi, dont je parlerai après. Ça marchait bien. Et puis un jour, l'agriculteur chez qui on était a voulu faire un poulailler, parce qu'on avait fait une belle dalle en béton, et donc il a fallu en faire un observatoire plus, comment dire, plus observatoire, plus qu'une cabane. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à ça. On a une vraie cabane, plus qu'un poulailler, avec l'électricité et Internet. Donc c'est le grand luxe. Et pas mal d'instruments, dont on reparlera au fur et à mesure. Ça marche depuis 2011, dans cette cabane-là. On a 50 mètres carrés, beaucoup plus que l'espace qu'on utilise. Donc c'est aussi utilisé pour d'autres expériences, mesures. On est, comme on dit, à bas bruit, parce qu'il y a encore moins de monde qu'à l'église. Et à l'intérieur, le seul instrument qui est isolé, dont je vais parler pas mal maintenant, c'est un gravimètre. Son petit nom, c'est l'IGRAV 002. Donc les gravimétriciens sont des gens spéciaux. Chaque instrument a un nom et son numéro. Là, c'est le deuxième, c'est le numéro de série qui est à côté. Et donc, c'est le deuxième instrument qui a été construit et qui a installé sur le Larzac. Le premier étant chez le constructeur parce qu'il ne marchait pas. Comment ça marche? Le but du jeu, c'est de mesurer le plus précisément possible l'attraction terrestre, l'accélération. Donc là-dedans, c'est essentiellement du baume de gaz liquide, de l'hélium liquide. On va être à 3 degrés Kelvin environ. On a une petite bobine, on fait passer un courant dedans. 3 degrés Kelvin en degrés Celsius. Non. Moins 264 ? Moins 264 degrés Celsius. Je me trompe, 0,15. Donc là-dedans, on a une petite bobine. 69. Moi, je ne sais pas. Mais c'est l'ordre de grandeur. Ah, moins 260 beaucoup. Si tu peux expliquer pourquoi il faut du froid. Ben, c'est ce que je vais faire. À l'intérieur, il y a une bobine dans laquelle on fait passer un courant. Et vu qu'il fait très froid, moins 272,15, on a ce qu'on appelle l'effet supraconducteur. L'effet supraconducteur, ça veut dire qu'on n'a plus de résistance électrique au courant. C'est-à-dire que tant que le froid est maintenu, le courant va dans la bobine et il n'y a pas de déperdition à cause de la chaleur. Donc on a un courant ultra stable qui circule dans une bobine. Un courant dans une bobine, vos cours de physique d'il y a longtemps, c'est une dynamo, ça fait un champ magnétique. Et donc, dans ce conteneur à moins 272,15 degrés, au-dessus de la bobine, il y a une petite sphère en suspension qui est maintenue à l'équilibre par l'effet du champ magnétique. Si la gravité change, la sphère va se déplacer. Si la gravité est moins forte, elle va monter. Si la gravité est plus faible, elle va descendre. C'est le principe, et donc avec ça, on peut suivre les variations de gravité au cours du temps. Je crois que j'ai une diapo après. Hop, ça ne sert à rien. Je la referai après. La gravité, c'est quoi? C'est le fameux Gm sur R2. C'est la formule de Newton. Donc on fait des choses très vieilles. C'est XVIIe siècle. C'est de la géophysique de grand-père. Là-dedans, G, c'est le 981 qu'on apprend au lycée. Le grand G, c'est une constante. C'est pas intéressant. Le M, c'est la masse. C'est ce qu'on va chercher à voir. La masse, c'est toute la masse qu'il y a autour du point de mesure. Depuis la petite fleur, au noyau terrestre, à la Lune et au Soleil. Toutes les masses vont être visibles. Et le petit r, c'est la distance à laquelle on est. La petite fleur sur Mars ne sera pas visible. On va voir Mars parce qu'elle est grande, elle est loin et elle est grande. On ne verra pas la petite fleur sur Mars. Et donc ce M qui nous intéresse, c'est n'importe quoi, et pour nous, ça va être l'eau. On va pouvoir peser la ressource en eau, les variations d'eau dans le sol. Et parce que c'est devenu célèbre, pour avoir une idée de la précision qu'on mesure, de la résolution qu'on a, l'attraction terrestre, donc le 9,81, etc., mètres par seconde carrée, nous on mesure de l'ordre de grandeur entre 10 et 1 nanomètre par seconde carrée. Donc nano c'est 10-9, et pour bien vous le représenter, c'est l'attraction que vous avez entre vous. Quand vous êtes deux personnes à 1 mètre d'écart, moins d'1 mètre, et bien l'attraction que vous exercez physique, l'un sur l'autre, elle est environ 10 nanomètres par seconde carrée. C'est-à-dire quand on s'approche du gravimètre, et on mesure
l'attraction qu'on a sur la sphère, sur le gravimètre. Un tout petit peu de géophysique, après on fera de la zone critique. Ça, c'est le signal brut, tel qu'il sort de la machine. Je l'ai pris complètement, pas moi qui l'ai fait, hein. C'était une diapo d'un thésard. Il y a plein d'aspects de calibration pas intéressants. Les variations qu'on voit, ces oscillations très régulières, ce sont les marées. Le principal effet dans le temps qui va faire varier la gravité, ce sont les marées terrestres. C'est l'attraction de la Lune, du Soleil, de Mars, etc., mais surtout la Lune et du Soleil, avec une période de 12 heures, et puis les modulations, les grandes marées, les petites marées qu'on entend à la radio en Bretagne, et ben on les mesure aussi. Mais en fait, il y a bien plus que ça. Donc la marée, c'est l'effet principal, ça va être l'attraction directe ou les variations de masse. On voit par exemple le fait qu'il y ait plus ou moins d'eau en Bretagne, on voit les marées océaniques, le fait que les masses d'eau se déplacent, on le mesure sur le Larzac, c'est compris dans ce signal-là à 12 heures. Et puis c'est marqué où ? La pression atmosphérique. Quand il y a des hautes pressions, ben c'est plus lourd, il y a plus d'air au-dessus. C'est par exemple les pôles, le fait que la rotation de la Terre elle n'est pas régulière, et l'axe de rotation il bouge, il y a comme une toupie. On lance une toupie, l'axe de rotation il bouge, donc l'inertie va changer, et ben on le voit aussi, etc. Alors ce qu'on appelle marée, il y a deux choses. Il y a l'attraction directe de la Lune, du Soleil, et puis il y a ce qui est lié à la déformation. Chaque jour, chaque 12 heures, le sol se déforme d'environ 1 cm, et donc les masses ne vont pas être au même endroit, et on va voir l'impact de ces changements de masse sur le gravimètre. L'intérêt de toutes ces mesures, de tous ces phénomènes parasites, entre guillemets, c'est qu'on les connaît. On sait très bien les modéliser. Les marées, on sait très bien les modéliser. La pression, la mesure, on peut la corriger, etc. etc. Donc c'est très simple, c'est quelques soustractions, de partir de ce résultat-là, très simple, c'est relativement simple, pour arriver à ce qui reste. Et typiquement, sur la même période de temps, ça c'est ce que mesure sur le Larzac entre 2012 et 2016, ça c'est ce qui reste entre 2012 et 2016. Au cours du temps, c'est tous les signaux qu'on ne peut pas expliquer. Et sur le Larzac, les signaux qu'on ne peut pas expliquer facilement, ce n'est pas lié à la tectonique, qui est l'autre signal intéressant, ça va être lié uniquement à est-ce qu'il y a plus ou moins de masse dans le sous-sol. Donc ce qu'on voit là, ce sont les variations du bilan de masse vu par le gravimètre, et pour nous, ce sont des variations d'eau dans le sous-sol. Je sais que quand la gravité est plus élevée, il y a plus de masse en dessous, donc il y a plus d'eau en dessous. Je sais que la gravité est plus faible, là on est à la fin de l'été, il y a moins d'eau dans le sous-sol. Le principe c'est ça, c'est assez simple, et l'intérêt majeur c'est qu'on a un bilan de masse, on a des variations du bilan de masse au cours du temps. Ça c'est la question, je reviens à la seule équation, elle n'est pas compliquée mais il y a deux termes. Il y a la masse et il y a la distance. Plus la masse est grande, plus on va pouvoir avoir une influence même si elle est loin. Donc la sphère d'influence dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde une masse ponctuelle, on va voir que celles qui sont proches. Si on regarde une masse qui est grande, assez bien répartie, on va voir des masses sur un volume assez grand. Ce qu'on fait en général, je crois que c'est la diapo d'après. Ah, c'est celle-là, c'est bien fait. Ce qu'on fait en général, si on fait n'étant pas hydrogéologue, on peut faire n'importe quoi. On considère un sol plat, on considère une lame d'infiltration de l'eau, parfaitement plate aussi, très grande par rapport à l'endroit où je suis, par rapport à sa profondeur. Et dans ce cas-là, il y a une formule qui date de Bouguer, c'est la Révolution française plus ou moins, qui dit que 1 mètre d'eau, dans un sol avec une porosité de 10%, ça va faire une attraction de 42 km par seconde carrée. Et ça, plus elle va être profonde, et plus on va être sensible à des grandes nappes, à des grandes lames d'eau infiltrées. Plus elle va être proche du sol, plus on va être sensible à des choses proches du gravimètre. En général, je ne vais pas dessiner là-dessus, dans ce cas-là où c'est parfaitement horizontal, le gravimètre il a une vision avec un cône qui a une pente de 1 sur 10. C'est-à-dire qu'à 10 mètres de profondeur, on a quelque chose de 10 fois plus grand.
Et nous, ce qu'on va voir avec le gravimètre, ce n'est pas la quantité d'eau. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va pouvoir voir que les variations d'eau dans le sous-sol. Parce que quand je mesure la gravité en un point, 9, 70,81, etc., là-dedans, il y a tout. Et je ne peux pas dire est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce que la graine du milieu terrestre a tourné différemment, est-ce que Mars est plus près ou plus loin, etc. Je n'arrive pas à différencier les choses. Par contre, quand ça varie, dans notre cas, aussi le temps qu'on regarde, il n'y a que l'eau qui varie dans le sous-sol, on va pouvoir voir que s'il y a plus d'eau, la gravité augmente. Et ça, on peut le faire de manière relativement quantitative, parce qu'on sait calculer l'attraction d'une lame d'eau infiltrée. C'est le GM sur R2, on peut l'intégrer, pour faire simple. Et s'il y a 3 fois, on a 3 fois ça. Si on se remet sur le Larzac, on va regarder la mesure qui a été faite ici pendant 10 ans. Voilà, la figure ne fait pas 10 ans, je crois. La figure fait que 4 ans. J'aurais dû en faire une nouvelle. Mais c'est le premier thésard, ils font des belles choses et après on l'utilise. Donc graphe très compliqué, plein de courbes. On commence par le haut, le A. On va regarder que le noir. Le noir, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est la gravité mesurée moins tout ce qu'on connaît. Donc Mars, la pression atmosphérique, la Lune, etc., etc., etc. On enlève tout ce qu'on peut mesurer. On a ce qu'on appelle en gravité, en géophysique, un résidu. C'est un classique. Pour nous, dans ce cas-là, ça correspond à l'eau dans le sous-sol. Là, vous ne me croyez pas forcément encore. On va juste aller jusqu'au bout. Le B, le graphe du milieu, pour faire simple, si on regarde que le bleu, c'est la pluie mesurée sur le site. Donc c'est une pluie qui n'est pas très saisonnière parce qu'on est en régime méditerranéen. Donc il y a des endroits où il pleut beaucoup, beaucoup. Et puis des moments très longs où il ne pleut pas beaucoup. C'est classique chez nous, c'est les fameux évidemment de précipitation intense dont a parlé hier Sandrine. Et puis en bas, c'est moins intéressant, c'est le débit à l'exutoire. Ce qu'on voit, c'est que quand il pleut beaucoup, si je prends par exemple début 2011, juste après qu'on a installé, eh ben, quand il a plu beaucoup, la gravité a augmenté. Et là, Jérôme va faire « et alors ?» Il pleut beaucoup, on a un pluviomètre, eh ben, on sait que la gravité augmente. On sait qu'il y a plus d'eau dans le sol. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on va regarder, j'anticipe les questions de Jérôme, c'est qu'est-ce qui se passe après. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que quand il pleut, l'eau, elle va rester longtemps, elle va mettre du temps à partir, ou est-ce qu'elle part directement? Et là, juste si on le fait de visu, sans faire des extraits poussés, ce qu'on voit, c'est qu'il pleut beaucoup, et pendant plusieurs mois, la gravité ne change pas. Ça veut dire que l'eau, globalement, il a beaucoup plu, elle a été stockée dans le sous-sol. Où ça, sous le gravimètre, à 10 mètres de profondeur, à 50 mètres, j'en sais rien, je ne peux pas le dire. Mais je sais que chaque pluie très forte, intense méditerranéenne, pendant longtemps, la gravité ne change pas. Donc on a un système où il pleut, le karst, même s'il n'y a pas de grotte, la pleine grotte se remplit et se vide doucement. On voit très bien qu'on a un signal qui n'est pas du tout saisonnier, on a beaucoup d'interannuels, on en parlera à la fin. Objection au preneur, le débit, il baisse quoi. Donc en fait, t'as l'impression qu'il se vide ton truc. Alors le débit, il est piège parce qu'il est une échelle log. Donc en fait, le débit, il est relativement stable aux alentours de 1 mètre cube par seconde l'été. Il descend un petit peu en dessous, parce qu'on le voit bien parce qu'il y a une échelle log. Sinon, on est à 0,9, 0,8, et ça reste assez stable. C'est typique de karst de plateau, dolomie. On pourra faire la géologie là-dessus après. Donc l'idée, c'est de dire qu'un gravimètre, c'est pas un pluviomètre. On voit bien les variations de masse qu'il y a dans le sous-sol, mais ce qui nous intéresse, c'est juste après. Est-ce qu'elle s'en va rapidement ou pas? Ouais. Mais ça dépend des karstes. Alors j'allais le faire. Si on prend le karst, par exemple, de Rochefort, en Belgique, où ils ont un instrument équivalent, et ben eux, ils ont quelque chose de très différent. Je ne sais pas si je l'ai en annexe. Ils ont un pic, et après ça redescend très vite. Parce que leur karst se remplit avec la pluie et se vide très vite. Nous, l'intérêt de ce karst-là, c'est que ce n'est pas vraiment un karst au sens des hydrogéologues. La crue, ce n'est pas un problème dans ce cas-là.
Mais nous, ce n'est pas la crue qu'on regarde. On a un système qui est avec un effet tampon très important. Il pleut et l'eau va être stockée. Et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est, on anticipe un peu, une problématique qui est actuelle, de savoir combien de temps, quelle est la résilience, pour mettre un mot à la mode, de ces karstes face au changement climatique. Donc on peut dire comme ça, pendant longtemps j'étais convaincu par ça. Un gravimètre, c'est une sorte de débitmètre, sauf qu'on n'a pas besoin de mesurer le débit. Ce qu'on mesure là, la décroissance qu'on a l'été, c'est l'évaporation, j'en parlerai juste après, on peut la mesurer, vous allez la mesurer sur le terrain, Inch'Allah, plus la masse qui s'en va du système, donc le débit. Donc on a un système, un endroit, un observatoire, une cabane, où il n'y a pas d'écoulement en surface, et ce qu'on peut mesurer, c'est combien d'eau s'en va pendant une saison, plusieurs saisons après les pluies. Donc on pourrait se dire, un gravimètre, c'est un débitmètre. Alors j'ai mis la tour de flux quand même, parce que c'est important, et à l'époque c'était très important. On fait un bilan de masse, donc il faut savoir ce qu'il pleut, on ne sait pas bien le faire. On peut mettre des pluviomètres, on peut mettre plusieurs, on peut se dire que ça ne marche pas. On a mis un gravimètre, et pour savoir qui s'en va par le haut, l'évapotranspiration, on met une tour de flux. Ça ressemble à rien pour un gravimétricien, mais en fait c'est vachement important. Si on regarde, enfin directement celle-là, si on compare l'évapotranspiration simulée, le fameux ETP multiplié par un coefficient qui va bien pour que le bilan de masse soit respecté, le truc que, que beaucoup de gens font en géophysique, je ne vais pas dire en hydro, on voit bien qu'à la fin de l'été, eh bien forcément, alors moins dans celui-là parce qu'il va plus pleuvoir, mais si on prend l'été 2013, on surestime beaucoup l'évapotranspiration. Parce qu'il n'y a plus, l'eau est dans le sol, on peut évaporer autant qu'on veut, et puis à la fin de l'été, il y a sur le Larzac plus beaucoup d'eau dans le sol, et donc il n'y a plus beaucoup d'évapotranspiration. Et donc pour pouvoir faire notre bilan de masse, avoir un vrai débit, il faut avoir une vraie, entre guillemets, une mesure la plus précise possible, ce qu'on peut faire, de l'évapotranspiration. Donc en fait, juste pour revenir sur mon équation, c'est un gravimètre plus l'évapotranspiration. Et actuellement, c'est la tour de flux. Peut-être qu'on fera différemment dans le futur. Hop, pardon, je sais plus où j'en étais. Suivant le temps qu'on a, je ne savais pas trop le temps que j'allais prendre. La grosse incertitude, c'est celle qui a été dite par Sandrine, c'est on a un rapport M sur R2. On ne sait pas trop où est l'eau. En fait, on peut faire mieux. Là, on a un seul gravimètre. Mais on peut faire des mesures à plein d'endroits différents, spatialement, et puis, j'ai des photos juste après, je crois, un moment, des mesures en profondeur. L'intérêt du karst, c'est les forages sont très peu représentatifs du milieu. Par contre, on a des cavités où on peut descendre, les hommes peuvent descendre, et donc on peut aller explorer la zone critique, faire des mesures à différentes profondeurs. Et là, on peut avoir une idée de la spatialisation verticale ou horizontale de la gravité. Et l'autre manière de résoudre ce problème, cette division qui nous embête, c'est de prendre d'autres mesures. On peut chercher d'autres mesures qui vont être sensibles à la profondeur à laquelle se trouve l'eau. Et ça, je voulais en parler un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup, même si je ne suis pas très pertinent. On va passer par celle-là d'abord. L'autre mesure, c'est la sismologie. Écouter le karst, écouter la Terre. C'est notre futur ERC avec Damien. C'est peser, écouter et ressentir. Donc on a fait peser, là on fait écouter. Donc un sismomètre, c'est quoi? On pose un appareil et il mesure les vibrations du sol. C'est assez simple dans le principe. Donc là, on en a posé un en 2015 sur le Larzac et on écoute le sol. Comment c'est représenté? On a le temps en bas, c'est par jour, sur un mois, presque, c'est le mois d'août 2015, et très souvent on représente en ordonnée la fréquence. Et l'échelle de couleur, c'est l'énergie qu'on enregistre à telle fréquence. Quand c'est rouge, ça veut dire que j'ai beaucoup de signal, que j'ai beaucoup d'énergie transmise à la fréquence inférieure à 1 Hz le 24 août 2015. Ça fait rien du tout.
les bruits qu'on entend, c'est... on va le voir, on va regarder cette bande-là, et les alternances qu'on voit verticales. On voit bien que ces alternances verticales, elles sont régulières. Il y en a 2 fois par jour. En gros, la journée, entre 6h et 18h, c'est bleu clair, il y a du bruit. La nuit, entre 18h et 6h, c'est très foncé. Ça, c'est le bruit anthropique. Sur le Larzac et l'autoroute qui ne passe pas trop loin, on voit le bruit en général de l'autoroute, des gens qui vivent, et des gens vivent en général entre 6h et 18h, et ils vivent beaucoup moins le week-end. Alors ça ne se voit pas très bien, mais on devine quand même que on voit les jours fériés, les week-ends, avec moins de bruit. On aurait fait la même pendant le Covid, il y en a plein qui l'ont fait, on aurait vu le fait qu'il y ait le Covid. Donc là, on a l'activité humaine, anthropique. Après, on a d'autres signaux qui sont plus verticaux comme ça, plus énergétiques. Ça, en général, c'est ou les séismes ou les militaires. C'est pas très différent in fine. C'est beaucoup de bruit pendant un très court moment. Et aux basses fréquences, ce qu'on a, ce sont les vagues et le couplage entre l'océan et la côte océanique. Donc ça, ce sont les vagues de la Méditerranée et de l'Atlantique. Donc ça, c'est très joli. Pourquoi il y a des batchs de vagues? Parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes vagues. En gros, on va voir les tempêtes ou les coups de vent. Pas forcément, parce que ça peut être ou la Méditerranée ou l'Atlantique. On est sensible aux deux. Mais ça, on peut le corréler, alors j'ai pas mis là, mais on le corrèle assez bien avec les hauteurs de houle mesurées sur les bouées ou en Méditerranée ou en Atlantique. C'est ce qu'on appelle le bruit ambiant. Alors c'est très joli, mais la suite c'est « et alors ?» L'intérêt de ça, c'est que si on a plus d'une station, donc on va dire 2, pour faire simple, et qu'on mesure à 2 endroits différents ce genre de spectre, on appelle ça un spectre, on peut, en les corrélant, pour faire simple, avoir une idée des vitesses, déplacement des ondes entre une station et une autre. Et un principe fondamental en géophysique, c'est que plus la fréquence est élevée, plus la profondeur d'investigation, de propagation des ondes est faible. C'est pareil quand on est coincé en montagne, il vaut mieux crier grave, on nous entend plus loin que aigu. C'est vrai. Donc, on sait que les signaux qu'on va regarder plutôt vers 20 Hz, ils vont être très superficiels, et les signaux, plus on va aller profond, plus ils vont être liés à ce qui se passe en profondeur. Quand on est dans le tour de 10 Hz, là, on est à 50 mètres, et là, on est au moins à, je sais pas, 100 mètres ou 300 mètres. C'est la courbe que je n'ai pas voulu montrer au début, parce qu'elle était moche. Si on se met un profil vertical des propriétés des roches avec la profondeur. Donc nous, toujours pareil, un truc très simple, c'est un peu différent, très proche de la surface, et c'est toujours pareil. Là, c'est à quel endroit se constitue l'énergie pour différentes fréquences. 20 Hz, le bleu clair, celle qui est ici, on voit qu'on a de l'énergie concentrée dans les 20-30 premiers mètres. Si on regarde 8 Hz, on est plutôt dans les 30-50, et 2 Hz, on va être beaucoup plus profond. Donc là, on a quelque chose qui est passif, j'y tiens parce qu'on n'a pas besoin de source. On enregistre, et on a un suivi des vitesses de propagation des ondes élastiques dans le sous-sol. Et on a un système qui est dépendant de la profondeur. Ce qui est très compatible avec la gravie, où on a quelque chose qui était très précis, mais par contre on était aveugle avec la profondeur des sources. Là, on a quelque chose qui est un peu moins précis pour l'instant, mais dont on peut avoir une idée sur la profondeur des sources. Donc ça, si on l'applique, je crois que c'est là, on voit des choses comme ça. Alors, compliqué. Là, premier graphique, le C en haut à gauche, le dV sur V, pour les sismologues, ce sont les variations de vitesse, le dV, sur la vitesse. C'est un pourcentage, ça n'a pas d'unité. On abscisse le temps, donc ça dure en gros 1 an, 2014-2015. Et on a 2 courbes, une courbe noire, on a filtré les fréquences entre 6 et 8 Hz, donc on va être relativement superficiel, et une courbe rouge, on a filtré les fréquences entre 1 et 1.2 Hz. C'est la courbe rouge qui est ici. Et ce qu'on voit typiquement, c'est que on a 0 signaux visibles
entre 1 et 1,2. Donc il ne se passe rien en très profond, ce qui est logique. A priori, là aussi saturé, il y a peu de raisons que ça change. Et ce qu'on voit dans la courbe noire, ce sont les variations de vitesse à une gamme de profondeur qui va être, c'est ici, entre 30 et 40 mètres, pour être le plus sensible, avec un signal saisonnier classique. Pour l'Arzac, c'est exactement ce qu'on voulait avoir. On a un modèle de gravité où on suit le bilan de masse, et là on a une idée, on peut le faire à différentes fréquences, on peut faire beaucoup de choses avec, on n'a pas tout fait, de à quelle profondeur ça se passe. Pour savoir ce que c'est, on ne va pas le faire à la main, parce que d'abord on est géophysicien, et parce que c'est difficilement possible. On peut faire de la poésie, mais un des intérêts majeurs de la géophysique, même si c'est faux, c'est d'avoir des nombres à la fin. On peut dire, c'est à telle profondeur, il y a telle quantité d'eau. C'est pas la même poésie. Donc ce qu'on a fait, c'est un modèle, un dé, donc très très simple, pareil, avec une couche superficielle et une couche plus profonde. On a commencé comme ça, où on a des écoulements en milieu non saturé. Et à partir de ça, l'avantage, c'est qu'on peut simuler et la gravité, c'est le plus simple, hein. On intègre la masse d'eau dans le sous-sol, mais on peut aussi simuler les vitesses de propagation des ondes sismiques en fonction de la profondeur. Et puis, on peut prendre l'évapotranspiration, non pas comme une mesure pour la pluie efficace, mais comme une contrainte. On veut que notre modèle, si on lui met la pluie, il colle avec l'évapotranspiration mesurée et avec la gravimétrie et la sismologie. On intègre l'évapotranspiration comme une donnée directement. Et à la fin, ce qui nous sort, ça va ressembler à un débit, et puis au stockage d'eau en fonction de la profondeur. Alors je crois que la diapo après n'est pas marrante. Ça c'est juste pour impressionner. J'avais dit à mon thésard de le faire à l'époque pour impressionner les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 jeux de données: gravité, évapotranspiration mesurée et variation des vitesses des ondes sismiques élastiques dans le sous-sol. En vrai, il y en a une 4e qui a été mise après. Je ne sais pas si on en a parlé avant ou après, c'est la RMP, la résonance magnétique protonique. J'en parlerai pas. Qui mesure la saturation dans le sous-sol. Et on peut essayer de chercher des meilleurs paramètres qui simulent nos données, et on peut essayer d'avoir avec ça où est-ce qu'est stockée l'eau. Donc ce qu'on voit, je ne sais pas si je l'ai mis de manière jolie. Allez. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie du sous-sol, alors le mot épicarste, j'aime plus beaucoup, une partie du sous-sol qui est limitée entre quelques mètres et 50 mètres, où la majorité de l'eau saisonnière est stockée. On ne voit pas de signaux correspondant à de l'eau stockée plus en profondeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau qui passe. En gravimétrie, un tuyau plein d'eau, que l'eau coule ou ne coule pas, c'est le même poids. Donc on est aveugle sur la vitesse. Donc on sait qu'il n'y a pas de variation de stock dans la zone profonde, sous le Larzac, sous la cabane, pour être vrai, pour être précis, en dessous de 50 mètres. On sait que quand il pleut, il n'y a pas de ruissellement, toute la pluie s'infiltre, elle est toute stockée dans une partie superficielle qu'on a appelée longtemps épicarste, maintenant qu'on appelle fantôme, mais c'est pas très différent. Et on a un nombre à la fin qui est à quel est le débit à la base de cet épicarste. C'est facile, c'est 1 le nombre. C'est pas fait exprès. On a 1 mm par jour d'eau qui sort du système. En moyenne, après on peut le mesurer de manière, on peut l'estimer en fonction de la saison, mais vu que c'est assez tamponné, ça ne bouge pas beaucoup. Donc on a 1 mm d'eau qui s'en va par jour. Le résultat est 1. L'autre intérêt, c'est qu'on a travaillé à une échelle qui fait, alors suivant comment on intègre, comment on fait nos calculs, on va dire entre 100 et 1000 mètres. C'est ce que voit l'observatoire, à comparer des forages qu'on peut avoir, qui vont être très locaux. Alors j'ai mis 20 cm, ça peut être un peu plus, mais sur le site, ce qu'on a en vrai, c'est ça. On a 3 forages, on les a fait pour d'autres choses, dans lesquels on voit de l'eau, des fois,
Il y en a un qui n'a pas d'eau, il y en a un qui a de l'eau, il y en a un qui est plus profond, qui a de l'eau et pas au milieu, bref. On a quelque chose de très compliqué. Le karst, vu par la géophysique, ça ressemble à ça. Dans ce karst-là, à cet endroit-là, on ne voit pas les transferts rapides. On ne voit pas l'eau qui part en crue. J'ai fait court sur la géophysique, mais je ferai plus long. Je continue sur ce que j'avais pensé à l'époque, de la question de base, c'est quoi un observatoire? On est parti là-dessus, on sait faire des mesures de pesanteur, allons les faire sur un karst. Ce n'est pas une question scientifique, ce n'est pas un projet d'observatoire, mais c'est parti là-dessus. Associé à ça, pour plein de raisons, en partie parce qu'on fait de la géophysique, donc on discute avec les constructeurs, en partie parce que ceux qui bossent avec nous sur le Larzac, une partie sont ingénieurs, techniciens. Et un ingénieur technicien, de savoir qu'il y a 1 mm d'eau par jour qui s'en va à 50 mètres de profondeur, il peut en avoir rien à faire. Surtout s'il est spécialiste de la sismologie ou de la gravimétrie. Donc, associé à ces nouvelles manières de mesurer ce qui se passe dans le sous-sol, eh ben, il y a tout un aspect qui est méthodologique, métrologique, qui est de tester les instruments. Et avec le temps, c'est très important pour que l'observatoire fonctionne, pour que tout le monde y trouve son intérêt. Donc typiquement, on s'amuse à avoir plein de gravimètres dans l'observatoire. Donc le supraconducteur, il est à côté de l'image, et il a un défaut, ce gravimètre-là, c'est qu'il mesure des volts, qu'il faut calibrer. S'il faut calibrer, eh bien, il faut une référence, et la référence, c'est la pomme dans Gottlieb, c'est un gravimètre qu'on appelle absolu, dont le principe de mesure est très simple. Il y a une chambre où il y a un vide, un objet qui tombe, un miroir, un prisme en vrai, et on mesure à quelle vitesse, comment il accélère, quelle est sa trajectoire au cours du temps. On a la pomme qui tombe et on peut en déduire la pesanteur. Non, c'est un autre. Oui, largement. On peut mettre d'autres choses encore. Cet instrument-là, c'est un instrument qui est national. Il est géré par Montpellier, mais il appartient à l'INSU. Donc il appartient à n'importe qui veut faire une mesure. N'importe qui peut demander je veux faire une mesure dans mon jardin. On dit oui. Cet instrument, donc, il mesure à quelle vitesse chute le prisme dans cette chambre-là, dans le vide. C'est la version la plus simple possible de la mesure de gravité, avec le pendule. Juste pour... c'est un instrument qui est compliqué, parce que le principe est simple, mais si on veut mesurer au nanomètre par seconde carré près, ce qui est un peu le but du jeu, eh ben, un nanomètre par seconde carré près, c'est-à-dire qu'il faut être précis dans la mesure de position au nanomètre, et ça veut dire qu'il faut être précis dans le temps à nanoseconde. Et vu qu'on veut mesurer un standard, 9,81, il ne faut pas que ça varie dans le temps. Si notre mesure de distance, elle varie d'1 nanomètre 10 ans après, pareil, il sera faux. Donc cet appareil-là, son gros avantage, c'est qu'il ne dérive pas. Il ne se calibre pas, il n'y a pas de biais. La mesure de distance est assurée par un laser qui est très stable en fréquence. On voit même qu'il est protégé par un papier bulle pour que la température soit stable à l'intérieur. Et donc on va se baser sur la fréquence du laser pour mesurer la distance, avec de l'interférométrie optique, des trucs que je ne maîtrise pas. Et pour le temps, eh ben, quelque part là-dedans, je crois que c'est le boîtier à gauche, il y a une horloge atomique. C'est le plus simple, qui est calibré régulièrement, ou avec des constructeurs, ou avec le GPS. Donc on a une mesure, quand on a une mesure de gravité absolue, on connaît la distance à nanomètre près, et le temps à nanoseconde près. Sinon on mesure n'importe quoi. Et celui-là, on voit bien qu'il est un peu compliqué. C'est un instrument de référence, mais il y a tout ça qui s'assemble, et en gros, il faut un Kangoo, celui que j'ai sur le parking, pour le transporter au minimum. Il faut être 2, et c'est très lourd. Aujourd'hui, les Français, parce que pour le coup c'est les Français, ils développent depuis longtemps, mais ça avance bien, une version beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas de manip, parce qu'il n'y a presque pas de câble, parce que ça fait tout beau, tout propre, qui est un gravimètre atomique. C'est exactement la même chose, sauf que ce qui tombe, c'est pas un prisme, c'est des atomes. Le principe, alors le principe en détail, je dirais pas, mais le principe pour nous, je pense que ça ira bien, c'est de piéger des atomes. On fait un vide très poussé, on envoie un tout petit peu de rubidium, et puis avec des champs magnétiques et des lasers, on va les
concentrer à un endroit et les tenir. Ils ne vont pas bouger. Ils vont être très froids. On coupe le laser. Les atomes, comme tout le monde, eux aussi, sont soumis à la gravité terrestre. Ils vont tomber. Et on peut interroger avec d'autres lasers, c'est un peu plus compliqué, la vitesse et l'accélération pendant la chute. C'est vrai qu'il y a plusieurs isotopes du rubidium. Je ne sais pas. Ah si? Si, je sais, mais je ne sais pas lequel il met dedans. Je pourrais regarder si tu veux. J'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi ils prennent le rubidium. Je sais que c'est facile à utiliser, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, j'aurais pris un truc qui n'a pas d'isotope. Genre du sodium. Non, parce qu'après, il ne faut pas que ça réagisse non plus. L'intérêt du rubidium, c'est qu'une fois que le nuage est tombé, il va se coller au mur, donc il ne va pas interférer avec la mesure. Et il faut aussi un truc qui soit facile à piéger. Et je crois que le sodium, ils ont plus de mal. C'est des choses très... c'est la physique rubidium. Donc typiquement, une des activités sur le site, c'est de la gravimétrie, où on s'amuse à avoir... Alors, moi, c'est moins mon... Comment dire, ce qui m'intéresse, mais en fait, ça intéresse pas mal de gens. Plein d'instruments de gravimètre, et à les comparer. Et à les valider. Typiquement, celui-là, c'est l'AQG A01. Donc du coup, ils ont tous un nom. AQG, c'est Atomic... c'est quoi? Quantic Gravimeter. Et 01, parce que c'est le premier qui existe. Et maintenant, il y a le B02 qui est sur le Larzac, parce que c'est le deuxième de la version B. Et chaque gravimètre est différent, c'est pour ça qu'ils ont un petit nom. Celui-là transporte assez bien. Il n'est pas trop lourd, dans le sens où il y a cette chambre de chute qui se porte à deux facilement. Et surtout, il n'y a pas de câble. Et il n'y a pas de réglage manuel. Dans celui-là, il faut tout aligner, les lasers, à la main. Donc on met des miroirs, on met de l'alcool, on tourne des molettes. Et si moi je fais la mesure, j'ai une mesure différente de l'ingénieur qui sait la faire. Donc ça devient vachement moins absolu. C'est un des soucis. Donc notre ingénieur, il fait toujours de la même manière les mesures, et ça colle aux standards internationaux, quand on compare entre eux les gravimètres absolus, tous les 4 ans. Et ben ça trouve la bonne valeur. On est centré sur la valeur mondiale, mais moi non. Deuxième chose qu'on a pas mal développée et qui, pour le coup, commence pas mal maintenant encore, c'est l'inclinométrie. Donc là, on quitte la gravimétrie, mais on va rester un peu comme la sismologie, dans le sens où on va regarder le comportement élastique, la déformation des roches. L'idée, c'est de se dire, si on met de l'eau dans le sous-sol, dans des fractures, dans des cavités, ou en général dans le sous-sol, eh ben, les roches, parce qu'il y aura une pression en eau, une charge en eau, vont se déformer. Dans un sol, une zone critique qui fait 1 mètre, on ne le verra jamais, parce qu'on n'a pas assez de charge, parce que c'est trop petit pour faire les mesures. L'avantage, c'est que là, on peut avoir 100 mètres non saturés, donc on peut regarder comment se déforme le sol. Et pour ça, le plus précis de très loin, c'est le plus simple, c'est le niveau à eau. Vous avez tous vu un niveau à eau. On met 2 pots de chaque côté, on les relie par un tube en eau, et l'eau, naturellement, se met à l'horizontale. Si on mesure la hauteur d'eau, elles vont être les mêmes. Si par hasard, le sol se déforme, là il est beaucoup déformé, eh bien on va pouvoir voir les variations de hauteur d'eau dans les pots. On va voir le tilt, l'inclinaison. C'est exactement ça qu'il fait sur le terrain, sauf que entre les 2 pots, des fois il y a 50 mètres ou 100 mètres. Pour avoir une idée de ce qu'on arrive à voir comme angle, alors c'est 10 exposant moins 9, je n'ai pas fait la correction, on va avoir une variation d'1 millimètre entre les 2 pots sur 1000 km, l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on peut voir comment la tour Eiffel, depuis Montpellier, bouge d'1 millimètre en termes de résolution angulaire. Cet appareil-là, il est super. Je vous montre pourquoi il est super, et après je vous explique pourquoi il est compliqué. Il est super parce que le meilleur exemple qu'on a, c'est pas sur le Larzac, mais c'est pareil. C'est sur le Vaucluse. Donc on est 200 km à l'est, climat méditerranéen aussi, c'est un plateau, pas de ruissellement en surface, etc. Ça ressemble beaucoup. En haut, on reconnaît ça, c'est les précipitations. Donc ici, on a, j'arrive pas à lire, 1 an et quelques de mesures.
Et là, vous avez deux graphes qui se ressemblent parfaitement. C'est presque les mêmes. Si c'est assez flou, je vais vous dire qu'il y en a un, c'est le débit, et un, c'est l'inclinaison. On ne voit pas la différence. Ici, c'est le débit à la source, avec tous les pics de crue. Ici, c'est l'inclinaison mesurée par un système de pot, par un inclinomètre. C'est exactement la même chose. Donc là encore, le Vaucluse penche. Alors ici, l'inclinomètre qui est dans le Vaucluse, il est orienté nord-sud. Et le Vaucluse penche, quand il y a des crues, vers... Alors, je me trompe. J'ai oublié. Je crois qu'il penche vers le sud. Le problème, c'est les signes moins qui sont au milieu. À chaque crue, là où est placé l'inclinomètre, au LSBB, pour ceux qui savent où c'est, donc à Rustrel, donc loin de la source. Donc là, il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre les deux points de mesure. On a exactement la même chose. Donc un autre instrument de géophysique, parce que les géophysiciens sont des psychopathes, et parce que on a un système qui est grand, donc des formations qui sont grandes, et bien on arrive à voir des processus clairement hydro, et après, le but du jeu, c'est d'aller plus loin. C'est le « et alors » que va redire Jérôme. Et donc ça, le gros problème, c'est que pour l'installer, eh ben, il faut avoir une longueur horizontale de 50 mètres. On peut mettre les pots, et c'est pas facile à faire. Donc le développement actuel, c'est pour faire ça dans des forages. Alors c'est plus de l'inclinométrie, hein. On revient au pendule, pour ça tourne au sol. On met un pendule vertical, et on regarde est-ce qu'il bouge ou pas, est-ce qu'il reste vertical ou pas. Et ça, il y a actuellement un démonstrateur qui est... Alors, je ne sais pas s'il est installé, je ne suis pas allé sur le Larzac, qui va être installé. Il y en a un sur l'Etna et un sur le Larzac, avec un pendule, pour voir sur l'Etna, ce n'est pas l'aspect hydro, hein, c'est l'aspect volcano, les déformations du sol liées au transfert de masse, pour faire simple, dans le sous-sol. Eh bien, je mets un pendule, il est parfaitement vertical. Je mesure la distance entre la masse du pendule et le tube autour. Et si la distance change, c'est que le pendule, c'est que le forage, c'est que l'encaissance est déformée, bougée. Donc je vais avoir comment la verticale, comment l'encaissance est déformée par rapport à la verticale. Le pendule, il fait 1 mètre en gros, donc c'est raisonnable. Non, c'est pas Foucault, c'est beaucoup plus petit. L'idée, c'est d'avoir un instrument qui soit installable parce que là, on a la direction de déformation dans une on a la déformation dans une direction. C'est très limité, quoi. C'est très intéressant, mais c'est très limité. Et puis, on a un instrument. On sait qu'il faut plusieurs instruments pour résoudre ce genre de problème, pour avoir une idée de localiser les sources, d'estimer leur amplitude, etc. Mais c'est magnifique. On est parti de là, cool, allons mettre notre gravimètre sur le Larzac. On est allé là-bas parce que on a un copain qui aimait bien aller le Larzac. C'est la seule. Au départ, c'était ça. Si on fait de l'observation de pointe, on va dire, eh ben, forcément, on a des ingénieurs, techniciens, et donc il faut qu'il y ait un intérêt pour la recherche. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. On ne peut pas faire des observations complexes avec des ingénieurs qualifiés, compétents, si eux ne trouvent pas leur intérêt, c'est l'aspect capteur. Donc l'observatoire s'est construit sur ces deux piliers-là pendant 10 ans. Et puis un jour, j'ai été vexé par le « et alors ?» parce que là, effectivement, il y a le « et alors ?» Donc j'ai rajouté le numéro 1 en me disant, je l'ai rajouté un peu avant, le « et alors ?» on a un truc qui ne doit permettre de suivre les ressources en eau, leurs variations, et dans un contexte qui est bien adapté. Pourquoi je dis que c'est bien adapté? Pour deux raisons. Il y en a une, c'est qu'on peut aller dans la zone critique. Donc typiquement, ça c'est l'entrée de la zone critique. On ne dirait pas, mais ça ressemble parfois à ça. Et c'est des collègues belges qui se demandent s'ils y vont. Parce qu'ils sont belges, c'est vrai, c'est pas une blague. Donc là, c'est l'entrée d'une cavité. On a pas mal d'instrumentation dans les cavités, qui servent à mesurer des flux, des températures, etc.
ou de la géologie, de la géochimie maintenant. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire des mesures in situ pour pouvoir mesurer les processus ou les flux à différentes profondeurs, sans passer par des forages. Là, c'est la même vue d'en bas, elle n'est pas intéressante. Et puis des fois, on peut arriver jusqu'au bas de la zone critique. Là, c'est la zone saturée, en gros, à quelques mètres près. On a des rivières, des écoulements comme en surface, mais on est 200 mètres sous la surface. Et donc là, c'est pareil, on peut mesurer les débits, les qualités de l'eau, pas mal de choses, et voir ce qui se passe après, entre la surface où on a l'eau qui coule, qui arrive à ce réservoir, à ce flux, cette rivière souterraine, et après, les dépassements horizontaux. Quelles sont les modifications le long du cheminement souterrain de l'eau? Attends, tu avais un truc à 40 mètres, tu avais ta nappe perchée à 40 mètres. Il n'y avait pas d'eau, il avait dit qu'il n'y avait pas d'eau. Et puis après, tu disais que c'était sec. Voilà. Alors, si je vais jusqu'au bout, il y a des cavités sèches, c'est là où est prise la photo, dans lequel on a des écoulements, je ne sais pas comment on dit, aériens de surface, en nappe libre. Ok, donc c'est le tout petit peu qui s'infiltre de la nappe perchée. Ça. Oui. La vraie question, on enchaîne un peu différemment, c'est pas grave. On a un tout petit peu d'eau qui coule, qui arrive en bas et qui sort. Je répète exactement ce qu'a dit Jérôme. Avec ce qu'on essaie de faire maintenant, où nos collègues, voire amis spéléologues, on peut avoir des cartographies de ce à quoi ressemble un réseau karstique souterrain. Alors il n'y a pas de l'eau qui coule partout. Là, c'est une vue en coupe, pardon. L'horizontale est dans l'axe X, le vertical dans l'axe Y. Ça ressemble à ça. Donc on a de l'eau qui coule des rivières souterraines, mais on n'a pas forcément un réseau hiérarchisé très net. On peut avoir des zones, ici, là, c'est ce qu'ils appellent, comment on appelle ça, le labyrinthe ou le minotaure, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des conduits partout, on peut se promener partout. Je ne sais pas comment l'eau arrive à faire ça. Et puis des endroits, c'est assez linéaire. Et puis on peut à nouveau avoir des zones qui n'ont rien à voir. Et la taille des cavités, là c'est des vraies tailles mesurées, peut être très variable. On peut être dans un très gros volume, là on est tout au fond, qui passe dans des tout petits trucs. Donc on n'a pas un réseau hiérarchisé au sens classique. Ah. C'est une coupe. Là, il y a 50 mètres. Et en vertical, il n'y a pas d'échelle dans celui-là. Donc c'est pas très grand, mais c'est un peu long. L'entrée est là, en flanc de colline, et là on rentre sous le plateau. Du coup, je peux où j'en étais. Ah oui. On veut faire autre chose que de l'instrumentation, de la géophysique, parce qu'on n'est pas géophysicien. On veut aller sur des ressources en eau. On a l'objet adapté. On a une grande baignoire. On a un karst. L'eau coule, elle rentre, elle sort. On a un truc parfait pour se dire, si je pèse ça, enfin très simple, eh ben, je peux savoir est-ce que la ressource en eau évolue ou pas. La ressource en eau disponible, les variations saisonnières, interannuelles, etc. Et parce qu'un jour on m'a dit la géophysique ça sert à rien, je ne sais pas qui a dit ça. On va avoir à la source, donc la source ressemble à ça, là il y a 1 mètre cube par seconde qui sort, des suivis géochimiques, parce que la gravie c'est un bon bilan de masse, mais on est aveugle sur plein de choses. Et les seules modifications, qu'on peut avoir liées à l'usage du sol, au changement climatique, c'est pas que des variations quantitatives, ça peut être aussi qualitatif. Donc on veut associer les deux, et puis il y a pas mal d'enjeux en termes de pas de pollution, sur le Larzac il n'y en a pas beaucoup, d'identifier les réservoirs dans lesquels l'eau passe ou reste. Je suis dans le désordre maintenant. Une chronique que j'aime beaucoup, je n'ai pas travaillé dessus, mais c'est pas grave. La belle photo où il y avait la rivière et puis un collègue qui fait le beau devant la rivière. Donc la rivière était bleue, je remonte la photo d'avant, il faut que vous le sachiez quand même. Là c'est tout bleu, tout joli, parce que c'est éclairé par en dessous. Si on prend une photo par en dessus comme ça, en éclairant la personne directement, l'eau elle fait miroir et c'est tout moche.
Donc il faut quelqu'un qui éclaire spécifiquement l'eau pour que ça paraisse bleu et que tout le monde soit Waouh. Mais l'eau n'est pas bleue en vrai. Hein. Donc si on met des sondes et qu'on mesure pendant quelques temps ce qui se passe là-dedans, alors à cet endroit-là, on a installé un seuil. Donc on a un débit, comment ça s'appelle, jaugé. Enfin, on a un seuil, on peut calculer le débit avec la hauteur d'eau. On peut avoir des chroniques de débit, c'est ce qu'on voit là. Et puis, nous, on a mis la température en même temps, parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est bien la température. Et là, c'est une question pour ce soir. La température varie pas beaucoup. Donc là, c'est le premier capteur qui n'avait pas de bonne résolution. Là, c'est le second capteur on avait donné, mais il y a eu le Covid, à une meilleure résolution. Et ce qui est intéressant, alors il y a une tendance, mais ça, on la voit à pas mal d'endroits, c'est les variations de température en fonction du débit. Parce qu'on a, pendant les crues, donc on le voit ici, mais en fait on le voyait déjà avant, et puis pendant cette crue-là, je l'ai enlevé parce que les données ne sont pas très bonnes de débit, mais on a la température qui augmente. Il pleut, 150 mètres sous terre, la température augmente. Ce qui est très marrant, c'est que pendant le printemps, ce qu'on appelle les hautes eaux, il y a beaucoup d'eau qui coule, des fois plus que pendant la crue. La température diminue. La température fait un creux. Et on retrouve ça pendant toutes les périodes de hautes eaux. Et même avant, en fait, on le voyait. Ça veut dire que pour un débit équivalent, on a une température qui monte quand c'est en crue, ou qui descend quand c'est sur des temps plus longs. Donc ici, on a l'interaction entre des phénomènes de mélange et probablement ici je vais dire des bêtises, mais c'est pas grave, l'interaction avec le géotherme de la Terre. Mais je vais dire des bêtises, donc je ne dirai pas. On mesure in situ. Donc à la fin, c'est ma blague, on n'a pas un pluviomètre avec un gravimètre, on n'a pas un débitmètre, je pense que c'est une mauvaise définition. Donc hier, je ne savais pas quoi mettre, j'ai dit qu'on avait un bilan au mètre. On a un truc qui mesure le bilan. Plus de la chimie, parce que le bilan, c'est la somme, et c'est pas, il faut la déconvoluer. Et le dernier, après, je pense que j'ai fini. Et je l'ai mis où? Ah oui, le 3 au milieu. Ça me prend beaucoup de temps en ce moment. C'est de faire autre chose. Pas autre chose. Faire la science différemment, avec d'autres personnes, ou avec d'autres buts, j'en sais rien. C'est de faire que le Larzac, individuellement ou à plus grande échelle, il n'y ait pas que des géophysiciens, des géochimistes, ce serait déjà bien, qu'il y ait aussi d'autres personnes, pas forcément scientifiques, et qu'on puisse rendre des services. Alors dans le vocabulaire, ce serait des indicateurs, mais services, ça me plaît bien, pour la communauté, pour j'enlève scientifique. La communauté, point. Un lieu tiers. Donc typiquement, c'est ce qu'a commencé à faire un collègue, hein, c'est pas moi, c'est Philippe Vernant, parce qu'il habite sur le Larzac, qui fait de la spéléo, mais d'avoir des endroits où on met en commun les données. C'est un bon point d'accès de faire une base de données commune, en fait, pour parler avec les gens. Donc typiquement, là, il a développé des trucs horribles en Python pour pouvoir convertir les formats. Les spéléologues sont très contents. Ils ont une super validation qui est faite par l'OSIOREM, là, par Juliette Fabre, elle n'est pas marquée. Et on peut la faire tourner en vrai, on peut faire plein de trucs avec. C'est un truc qui marche pas mal. On essaie de faire venir des écologistes, alors c'est plus compliqué. Alors on commence par des écophysiologistes, parce qu'il y a physique dedans, un peu comme physique, donc c'est plus proche de ce qu'on fait nous. C'est l'intermédiaire entre écologie, il y a écophysiologie. Et donc depuis un an et quelques, on travaille avec des gens de Métis, notamment Simon Carrière et des gens d'Avignon, et ils ont installé des mesures de flux de sève dans les arbres, pour savoir comment la sève elle monte, pour le relier à l'évapotranspiration. Et associé à ça, dans le sous-sol, on fait de la géophysique forcément, on mesure les courants électriques générés spontanément, et on mesure la résistance électrique du sous-sol, exactement ce que vous avez failli faire hier avec Damien, qui fait des images, je ne sais pas s'il a montré des images. Ah, des images comme ça. Alors je vous fais le cours de hier. Ici on a une coupe verticale, en abscisse on n'arrive pas à lire, mais il y a 65 mètres. Ici c'est la profondeur, donc c'est un petit profil, on a 13 mètres. Et ce qui est représenté en couleur, c'est la résistivité électrique. Est-ce que le courant a du mal à passer ou pas? Quand c'est rouge, c'est très résistant. Quand c'est bleu, c'est relativement conducteur.
Et ce que fait Bertille en thèse, c'est d'associer les mesures de flux de sève dans la forêt avec ces cartes au cours du temps pour voir comment est-ce que... Comment, c'est un gros mot. Est-ce qu'il y a un rapport entre la resistivité électrique, qui dépend forcément du fluide, et la saturation en fluide, avec le prélèvement par les arbres et par les racines dans ces milieux-là. Sachant que la couche de sol, elle varie entre... côté prairie, on a, je sais pas, 10 cm, et dans la forêt, il y a 50 cm max. Enfin, il y a la litière, c'est pas vraiment du sol. Donc on essaie de faire des choses... La gravimétrie est juste à côté. L'observatoire est là, et ils sont mis là parce que nous, il n'y a pas d'arbres à côté. Donc pour les flux de sève, c'est compliqué. Bon, on les a coupés des fois, mais faut pas le dire. On a coupé un peu la tour de flux parce que ça embête les mesures, il paraît. Et donc on est un peu plus loin, et donc là il y a des pins, et là il y a des chênes et des buis. Les pins nord d'Autriche, pardon. Dans la mesure électrique, vous voyez une différence dans ce que vous venez de montrer là? Alors, je ne suis pas un fervent admirateur de l'électrique. Oui, il y a une différence. Est-ce que j'interprète une différence là-dedans? Il faut pousser un peu plus loin les choses. Ce qu'on voit, ce que moi je vois, ce que moi j'interprète, Damien me corrigera s'il n'est pas d'accord, c'est qu'il se passe des choses à ce niveau-là, donc un peu plus profond, pas dans le sol pile poil. Mais je pense que ce qu'on voit là, c'est des processus un peu plus long terme, pas forcément liés à la transpiration. Mais il faut que je reparle la partie un jour. Donc on fait ça tous les mois, entre avril et septembre de cette année, 2022. Et puis la dernière chose, pour finir quand même, voilà. Le Larzac, il est là. C'est un paysage typique du Larzac. Le Larzac, il n'est pas tout seul, parce qu'il y a des environnements qui sont proches, où il y a des choses, des problématiques, pas forcément équivalentes, mais reliées. Les Cévennes, l'Hérault et puis l'agriculture. Et l'idée de faire un truc, une plateforme, un lieu tiers, je ne sais pas comment il faut l'appeler, je ne sais pas comment ça s'appellera, je ne sais pas si ça existera. On le fait, puis on verra bien. Où on arrive à travailler ensemble avec des gens et d'autres scientifiques, des fois des étrangers, genre d'INRAE, du BRGM, des trucs horribles, voire de l'INSHS, et puis avec des gens qui ne sont même pas de l'IN quelque chose ou du BRGM. Je ne sais pas si on y arrivera. On revient au mouton, ça là est joli. Et forcément, je me suis mis moi parce que c'est moi qui parle, mais en fait, il y a plein de gens. Et je ne sais pas s'il y a Damien. Damien, il n'a rien fait. C'est un vieux truc. Et le fondateur à la base, celui qui a eu l'idée, c'est Roger Bayer, qui est à la retraite maintenant, qui a dit cool, on a un gravimètre, si on est sur le Larzac. C'est comme ça qu'est né l'observatoire du Larzac. À quelques mots près. Merci.